Alors, j'ai annoncé un titre qui peut vous paraître un petit peu surprenant et qui, en toute rigueur, n'a pas directement un rapport avec les œuvres que vous avez au programme et dont je ne parlerai pas du tout, parce que ce n'est pas mon objet. J'ai annoncé comme titre la question du mal entre radicalité et banalité. Alors, ce titre fait référence à une double perspective ou un double axe de réflexion. D'abord, il y a une tension évidente dans ce titre, quelque chose qui peut paraître tout à fait paradoxal, une tension entre ces deux termes, de radicalité d'un côté, de banalité de l'autre. Et cette tension, elle concerne d'abord la confrontation entre deux auteurs qui sont des auteurs incontournables, philosophiquement parlant, sur la question du mal. Kant, d'abord, avec la thématique du mal radical qui est développée dans un texte très difficile et très important en même temps, qui est La religion dans les limites de la simple raison, un texte de 1793, et Hannah Arendt, dont vous savez sans doute qu'elle est l'auteur de cette expression « banalité du mal », expression qui a été utilisée par elle au moment du procès Eichmann à Jérusalem en 1962, à propos de l'individu Eichmann, qui était un individu banal. Bon. Alors c'est une expression qui a souvent été très mal comprise, très mal interprétée, qui a provoqué d'intenses polémiques. Et on a effectivement, je ne parlerai pas d'ailleurs tellement de Hannah Arendt que de Kant aujourd'hui, faute de temps et parce que sinon ça risquerait de partir un peu dans tous les sens. Mais cette expression, donc, on a l'impression que l'idée de radicalité qui renvoie aux racines, à la profondeur, tout ça il faudra l'expliciter, rentre en contradiction avec la banalité qui renvoie au commun, à l'ordinaire, à la surface, au quotidien. Et c'est précisément cette opposition apparente qui repose sur un malentendu que j'essaierai de dissiper et que je m'efforcerai de déconstruire en m'appuyant essentiellement sur l'analyse de la pensée de Kant. Le deuxième axe est l'inscription de la question du mal, et en particulier du mal politique, dans la modernité. Puisqu'il s'agit d'interroger le statut du mal politique, il y a une interrogation à mener sur la figure moderne du mal politique, et c'est ce à quoi Hannah Arendt a précisément réfléchi en partant de l'analyse des systèmes totalitaires et des camps de concentration et d'extermination qu'elle avait qualifié précisément de laboratoire du système totalitaire. Mais je voudrais d'abord faire une remarque préalable. Cette tension entre banalité et radicalité, c'est l'un des signes de l'énigme du mal. Le mal n'est pas un problème comme n'importe quel autre problème. Le mal est une énigme, et c'est l'énigme d'un surgissement qui n'est pas celui d'une chose parmi d'autres. Le mal n'est pas une chose, le mal n'est pas un élément du monde, le mal n'est pas une substance, ce n'est pas non plus une nature. Et il y a ici quelque chose à conquérir, à la fois contre le sens commun et contre une certaine exigence de cohérence qui serait une cohérence purement logique, telle qu'on la rencontre notamment dans les essais de Théodicée. Les essais de Théodicée, c'est-à-dire les essais de justification qui tendent à montrer que Dieu n'est pas responsable du mal. Ça, c'est l'une des thématiques les plus, les plus prégnantes de la métaphysique occidentale. La Théodicée parcourt toute l'histoire de la métaphysique, et elle tente en effet de faire, pourquoi j'ai parlé de cohérence logique, parce que la Théodicée tente de faire tenir ensemble trois propositions qui sont très difficiles à tenir ensemble. Premièrement, Dieu est tout-puissant.
Deuxièmement, Dieu est infiniment bon. Troisièmement, le mal existe dans le monde. Alors qu'à première vue, deux seulement de ces propositions sont compatibles. Si Dieu est tout-puissant, effectivement, le mal peut exister dans le monde, parce qu'il n'est pas infiniment bon. Si Dieu est infiniment bon, le mal peut exister dans le monde parce qu'il n'est pas tout-puissant, mais les trois ne peuvent pas exister, tous les trois ensemble, du point de vue de la cohérence logique. Alors je ne parlerai pas de la théodicée, mais je partirai précisément du philosophe de Kant qui a déplacé le questionnement sur le mal et qui a montré notamment que le problème du mal relevait avant tout de la sphère pratique. Autrement dit, l'idée de Kant, c'est que le mal est ce qui ne doit pas être et que l'action doit combattre. À la question d'où vient le mal, unde malum, qui est une question traditionnelle, il est vain de chercher à répondre. Et Kant dira, vous verrez tout de suite pourquoi, que l'origine du mal est insondable, que l'origine du mal est inscrutable, unerforschbar. Il faut alors déplacer le questionnement et se demander non plus d'où vient le mal, mais d'où vient que nous le faisons. D'où vient que nous le faisons et, par voie de conséquence, comment résister au mal, que faire contre le mal. Et d'une certaine façon, penser le mal, c'est s'orienter vers une tâche à accomplir. Alors d'abord, dans un premier temps, il me faut expliciter ce que Kant appelle le mal radical, et qui précisément n'est pas le mal absolu. Le mal absolu, ce serait une entité, puisque j'ai dit que le mal n'était pas une chose, mais le mal absolu consisterait à transformer le mal en chose. Le mal absolu, c'est une entité qui est une entité chosifiée, qui est une entité réifiée. Et dans la perspective de Kant, la radicalité du mal, elle est étrangère à toute considération d'ordre psychologique. Elle est étrangère à toute considération d'ordre psychologique, individuelle ou collective. Elle n'a rien à voir avec l'enracinement intellectuel ou idéologique de tel ou tel individu ou de tel ou tel groupe. Elle n'a rien à voir avec la présence de telle ou telle motivation. Toutes ces déterminations, Kant les aurait qualifiées d'empiriques. Et le mal ne s'enracine ni dans la sensibilité, ni dans la raison. Il ne s'enracine pas dans la sensibilité, ça veut dire qu'il ne tient pas au corps. Le mal n'est pas lié au corps, le mal n'est pas lié à la corporéité, à la déchéance du corps ou à la prégnance des passions, comme l'ont dit la plupart des moralistes classiques, en rapport avec la thèse du péché originel et avec le dualisme de l'âme et du corps. Mais Kant considère, vous allez voir pourquoi, que le mal radical ne tient pas non plus à la raison. Que le mal radical, s'il ne tient pas au sensible, s'il ne tient pas au corps, ne tient pas non plus à la rationalité. Le mal est radical parce que, face au motif que constitue la loi morale, il se dresse comme un motif antagoniste. Et Kant s'est en effet inscrit d'entrée de jeu hors de l'alternative qui est l'alternative la plus conventionnelle en la matière. D'un côté, la thèse du pessimisme anthropologique, qui est liée à la chute, au péché, celle qui dit que l'homme est
un être radicalement mauvais ou mauvais parce qu'il a commis la faute et il est entaché par le péché originel, d'où sa méchanceté ou sa mauvaiseté, si vous voulez, originaire. Et il n'est pas non plus, Kant n'est pas non plus du côté de l'hypothèse inverse, celle de la bienveillance optimiste qui veut que l'homme, s'il persévère dans l'effort, pourra surmonter le mal. Je dirais que ça, c'est l'hypothèse d'une certaine philosophie des Lumières. L'hypothèse d'un optimisme anthropologique qui veut qu'il appartient à l'homme, d'une certaine façon, de s'améliorer et de surmonter le mal par les efforts qu'il va accomplir. Mais parce que le mal doit être conçu, comme le dit Kant, dans les termes d'une grandeur négative. Ce que Kant appelle une grandeur négative, ça veut dire que le mal n'est pas simple absence ni privation. L'expression de grandeur négative peut apparaître comme paradoxale, puisque d'un côté, la grandeur fait référence à une positivité, mais cette positivité est négative. Ça veut dire que là, il y a l'existence de quelque chose qui n'est pas simplement un manque, qui n'est pas simplement une privation. Et donc, Kant n'accepte aucun moyen terme entre une volonté qui est une volonté moralement bonne, qui est déterminée, comme vous le savez, par le seul respect de la loi morale, déterminée par l'impératif catégorique, et d'un autre côté, une volonté moralement mauvaise qui admet d'autres motifs dans sa maxime. Et c'est la raison pour laquelle, au début de son texte, La religion dans les limites de la simple raison, Kant dit « On ne peut pas admettre des propositions du genre « l'homme est bon à certains égards, mauvais à d'autres » ou bien « l'homme est tantôt bon, tantôt mauvais » ou tantôt méchant. Ce sont pour Kant des hypothèses extrêmement faibles, des hypothèses ou des descriptions qui sont des descriptions empiriques, si vous voulez, des hypothèses molles, je dirais, que Kant ne peut pas admettre en tant que tel. On ne peut pas, si vous voulez, le mal radical, ça ne consiste pas à dire que tantôt l'homme est méchant, tantôt il est bon, qu'en certaines circonstances ça va et en d'autres ça ne va pas, qu'il est bon à certains égards et qu'à d'autres il ne l'est pas. Donc ça veut dire qu'il faut entièrement redéfinir ce qu'on appelle la nature de l'homme, ou ce que Kant va appeler la nature humaine, enfin la nature de l'homme. Il ne s'agit ni d'une nature empirique, sensible, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une nature liée au corps, à l'existence empirique, ni d'une nature psychologique, ni plus généralement d'une nature donnée. Et cette nature de l'homme, morale ou intelligible, si l'on veut, de l'homme, et là je vais vous lire un texte tiré de La religion dans les limites de la simple raison que je vais vous commenter, un texte qui va vous paraître extrêmement difficile peut-être, mais je vous demande de l'écouter attentivement et puis je vais vous le commenter. Donc c'est un texte où Kant explicite ce qu'est véritablement la nature morale de l'homme, laquelle nature morale n'est ni empirique, ni sensible, ni psychologique. C'est, dit Kant, le fondement subjectif de l'usage de sa liberté qui précède toute action tombant sous les sens. Qui précède toute action, donc il y a un fondement subjectif de la liberté, à quoi tient le mal radical, et qui précède toute action empirique, effectivement accomplie dans telle ou telle condition. Toutefois, ce fondement subjectif doit toujours être aussi un acte de liberté. Par suite, le fondement du mal ne saurait se trouver dans un objet déterminant l'arbitre par inclination, dans un penchant naturel, mais seulement
dans une règle que l'arbitre se forme lui-même pour l'usage de sa liberté, c'est-à-dire dans une maxime. Donc, quand nous disons « l'homme est bon par nature » ou bien « il est mauvais par nature », cela signifie seulement qu'il a en lui un principe premier, insondable pour nous, lui permettant d'admettre de bonnes ou de mauvaises maximes, c'est-à-dire contraires à la loi. Il est vrai d'une manière générale en tant qu'homme, en sorte que par là, il exprime aussi le caractère de son espèce. Bon, je reconnais que ce texte est extrêmement difficile à entendre et je vais essayer de vous l'expliciter. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, lorsque Kant dit que cette nature morale ou intelligible de l'homme, ça n'est pas autre chose que le fondement subjectif de l'usage de sa liberté qui précède toute action tombant sous les sens. Ça veut dire que l'homme fait à chaque instant un certain usage de la liberté, un certain usage de sa liberté, usage par lequel il choisit, par exemple, dans le cas du mal, de nier la loi morale, de contrevenir à la loi morale pour privilégier la satisfaction de ses désirs. C'est-à-dire que l'homme préfère la satisfaction de ses désirs à l'obéissance à la loi morale. Et c'est cet usage de la liberté que Kant appelle mal radical. Et voyez pourquoi, tout de suite, si vous mettez en rapport l'expression usage de sa liberté et mal, vous voyez pourquoi ça n'est pas un mal absolu. Ça n'est pas un mal absolu, ça n'est pas une entité définitive fixée une fois pour toutes, puisqu'il peut faire soit un bon usage de sa liberté, soit un mauvais usage de sa liberté. Donc le mal n'est pas absolu, puisque le mal tient à un certain usage de la liberté qui pourrait être autre qu'il n'est. Et donc ce mal radical, même s'il est extrême, même s'il peut se révéler comme extrême, n'est pas absolu. Et il est radical parce qu'il est à la racine de la volonté. Il est radical parce qu'il n'est pas à la racine psychologique, ça ne se réfère pas du tout à une quelconque psychologie des profondeurs, mais le mal est radical parce qu'il est à la racine de la volonté et qu'il n'a pas d'autre origine, pas d'autre racine que le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de choix des sujets. Et donc, il y a un choix du mal, comme il y a aussi un choix du bien, mais il y a un choix du mal qui est en quelque sorte le renversement ou l'inversion de l'ordre moral des intentions. Ça veut dire que le mal radical désigne un exercice concret de la liberté. Le mal radical désigne un exercice concret de la liberté, et cet exercice concret de la liberté, à première vue, effectivement, il semble remettre en question la destination morale de l'homme, puisqu'il y a une destination morale de l'homme. L'homme a une disposition à réaliser son humanité, et c'est bien cela qui est très préoccupant. C'est bien cela qui est très préoccupant parce que cet exercice concret de la liberté, qui à première vue donc semble remettre en question ou remettre en cause la destination morale de l'homme, ça n'est pas une question d'individu, ou ça n'est pas seulement une question d'individu, c'est quelque chose qui affecte l'espèce humaine dans son entier, l'espèce humaine dans son ensemble. Et c'est pour la raison pour laquelle Kant va parler d'un penchant au mal qui va entamer la disposition primordiale au bien. D'un penchant au mal, pour les germanistes c'est Hang, qui va entamer la disposition Anlage
primordiale, plus originaire que le penchant au mal. Quand Kant, et je reprends ici les expressions du texte, lorsque Kant parle de fondement subjectif, dans la première phrase, il a dit « le mal radical, c'est le fondement subjectif de l'usage de sa liberté ». Lorsqu'il parle de fondement subjectif, il ne s'agit pas d'une interprétation en termes empiriques. Fondement subjectif ne désigne pas la subjectivité au sens psychologique du terme. Le mal est radical, non pas du tout parce qu'il touche à la psychologie des profondeurs, mais parce qu'il touche au fondement. La racine, ici, ce n'est pas la racine psychologique, c'est le fondement, autrement dit, le principe de toutes les maximes. La grande difficulté ici, c'est de comprendre que que ce fondement, ou que cette précédence, vous avez dans le texte de Kant, en fait, tout est dans la première phrase, si vous voulez, le fondement subjectif de l'usage de sa liberté qui précède toute action tombant sous l'essence. Le fait de précéder n'est pas une précédence dans la série temporelle. Il ne s'agit pas d'un acte qui précède un autre acte qui lui succéderait dans la série empirique. Cette précédence, c'est l'une des choses les plus difficiles à comprendre dans la pensée de Kant. Cette précédence n'est pas une précédence chronologique. C'est pas comme nous disons par exemple, voilà, une cause précède un effet ou telle action précède telle autre. Dans ce sens-là, la précédence s'effectue dans la série temporelle, dans la série empirique. La précédence dont parle Kant, c'est celle d'une nature qui est une nature d'avant l'expérience. Une nature d'avant l'expérience, une nature d'avant les actions observables et empiriques. Et à quoi est-ce qu'elle renvoie, cette nature? Au fait intelligible de la liberté. Au fait intelligible de la liberté, et en tant que telle, c'est la raison pour laquelle elle n'est pas assignable à tel ou tel individu particulier, mais à toute l'espèce. Donc, si le penchant au mal s'enracine dans le cœur de l'homme, ce n'est pas au titre des motivations, par exemple des motivations passionnelles ou des motivations psychologiques, quelles qu'elles soient. Le penchant au mal s'enracine en se greffant sur la disposition au bien qui constitue l'humanité, qui constitue la possibilité de l'humanité. Et donc cette hétérogénéité du penchant et de la disposition, elle est absolument capitale dans la pensée de Kant. Les dispositions, on peut dire d'une certaine façon, et ce sont les dispositions au bien, ces dispositions au bien, on peut les dire originelles ou originaires ou plus originaires que le penchant au mal, parce que ce sont elles qui constituent la possibilité même de l'humanité. Ce sont elles qui constituent la possibilité même de la nature humaine. Et donc elles sont d'une certaine façon, on pourrait presque dire qu'elles sont objectives. Qu'elles sont objectives parce qu'elles constituent l'humanité en tant que telle. Alors que le penchant est contingent, il est né de la liberté, mais la liberté c'est le pouvoir de bien faire ou le pouvoir de mal faire. Le penchant est contingent, il est né de la liberté, et donc à ce titre-là, il n'est pas objectivement, mais il est subjectivement nécessaire. Donc voilà le fondement subjectif du penchant au mal. Et donc ce penchant doit être pris alors en deux acceptions, en deux sens. Le premier sens, c'est celui d'un acte, d'une action qui a été commise, d'une action empirique, qui a effectivement été commise dans le temps. Par exemple, voler. Voler, voler un portable. Voler un téléphone portable.
Donc, bon, c'est un acte qui, dans son contenu ou dans sa matière, s'oppose à la loi. C'est un acte empirique. Hein, je vole un portable. Bon. Mais c'est aussi un acte, en un autre sens, intelligible, pas le fait de voler un portable, hein, mais un acte intelligible, connaissable seulement par la raison et sans aucune condition temporelle. Et cet acte demeure, c'est-à-dire la possibilité contingente de l'acte de la liberté, demeure même si la faute a pu de fait être évitée dans l'expérience et que l'on se tient pour justifier devant la loi. C'est-à-dire que même si je n'ai pas commis la faute, même si je me tiens pour justifier devant la loi, même si j'ai évité de commettre la faute dans l'expérience, la racine de la liberté, elle se situe aussi dans cette précédence d'avant le temps. Et c'est ça le sens de la radicalité du mal, à savoir que c'est au niveau de la formation des maximes, c'est-à-dire c'est au niveau d'un acte intelligible qui précède toute expérience et pas seulement l'exercice actuel de la liberté dans la série temporelle que Kant situe le problème. Donc, pour synthétiser, le mal radical qui est celui de l'espèce, le mal radical qui est celui de l'espèce humaine et pas celui de tel ou tel individu qui commet ou non le mal par tel ou tel acte dans la série empirique. Le mal radical qui est donc le mal de l'espèce humaine, et cette considération aura des conséquences capitales, vous allez voir pourquoi quand on va analyser au fond ce qu'il en est dans la sphère pratique, dans la sphère de l'action. Ce mal radical renvoie à quoi? Au pouvoir originaire d'une liberté qui est susceptible de s'orienter vers le bien ou vers le mal. Et ce pouvoir originaire de la liberté susceptible de s'orienter vers le bien ou vers le mal se situe dans la sphère intelligible et pas simplement dans la sphère empirique ou dans la série empirique, temporelle des actes ou des actions qui ont effectivement été commises. Et c'est bien la raison pour laquelle il ne s'agit pas d'un mal absolu. C'est très important. Le mal absolu et le mal radical, ce n'est pas du tout la même chose. Et Kant récuse complètement l'idée qu'il puisse y avoir un mal absolu. C'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas d'un mal absolu, parce que qu'est-ce que ce serait? Le mal absolu, ce serait la perversion définitive de l'espèce humaine, pour Kant. Ce serait la perversion définitive de l'espèce humaine, ce serait le choix du mal pour le mal. Bon. Et ce choix du mal pour le mal, Kant ne l'accepte pas, parce que ça impliquerait que la raison elle-même est pervertie, hein, et qu'elle est pervertie, qu'elle est victime, par exemple, d'un démon ou d'un malin génie, et cela rendrait impossible pour l'homme le fait de faire son devoir ou de le suivre. Donc la capacité d'obéir à la loi morale ou de désobéir à la loi morale, qui se situe au fondement subjectif de la liberté, empêche effectivement Kant d'admettre l'idée d'un mal absolu. Donc, on peut dire, si vous voulez, pour simplifier, pour avancer un petit peu dans l'analyse, que le mal radical est la racine ou la matrice de toute action sensible. Et ce, antérieurement, mais il s'agit d'une antériorité qui n'est pas une antériorité temporelle, si vous voulez, c'est un avant d'avant le temps, hein, une précédence qui ne se situe pas dans la série temporelle, et donc antérieurement à tout usage dans l'expérience. On voit déjà pourquoi le mal radical peut être qualifié de banal. Il est radical parce qu'il est banal.
Qu'est-ce que ça veut dire? Il est le mal de tous, même si tous ne le font pas. Donc c'est en ce sens-là que le mal radical est banal. Et Kant, dans un texte tout à fait extraordinaire, toujours dans la religion, dans les limites de la simple raison, un texte d'une actualité tout à fait criante, interroge ce qu'il appelle la prétendue sérénité de la conscience dont se satisfont ceux qui, je cite, ont heureusement esquivé les conséquences mauvaises, mais ils devraient plutôt se demander si de semblables actes vicieux n'eussent pu être accomplis par eux au cas où l'impuissance, le tempérament, l'éducation, les circonstances de temps et de lieu qui induisent en tentation ne les en eussent écartés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Kant critique ici la sérénité, la prétendue sérénité de la conscience de ceux qui disent « moi, je n'aurais jamais fait ça ». Moi, je n'aurais jamais pu le faire. Moi, je suis excepté, je suis exempté de la possibilité d'avoir pu commettre tel ou tel acte. Alors que précisément, le mal radical implique que, effectivement, même si l'acte n'a pas été effectivement commis, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on l'aurait commis, mais ça veut dire qu'il aurait pu, moyennant certaines conditions, être commis. Et Hannah Arendt, poussant, je dirais, à son terme politique, l'interrogation kantienne, écrira ceci dans un texte, dans un livre qui s'appelle « Du mensonge à la violence », elle écrira « La vérité, aussi simple qu'effrayante, est que des personnes qui, dans des conditions normales, auraient peut-être rêvé à des crimes sans jamais nourrir l'intention de les commettre, adopteront dans des conditions de tolérance complète de la loi et de la société un comportement scandaleusement criminel. Donc il y a ici une interrogation dont on peut considérer qu'elle est une interrogation abyssale, si vous voulez, sur la possibilité de commettre le mal. Ce qui ne veut pas dire que tout se vaut. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde est logé à la même enseigne et que celui qui a commis le mal parce qu'il aurait pu éventuellement qui n'a pas commis le mal excusez-moi, que celui qui n'a pas commis le mal est coupable au même titre que celui qui l'a commis. C'est pas à ce niveau-là que cela se situe, c'est au niveau précisément de la virtualité de l'usage de la liberté. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter cette idée que, au fond, qu'est-ce que dit Kant? Kant dit que de ce mal radical, personne ne peut s'excepter, puisqu'il s'agit, au fond, de l'usage subjectif de la liberté qui précède toute action effectivement commise dans l'expérience. Donc comment est-ce qu'on peut interpréter cette idée que nul ne peut s'excepter de ce penchant au mal? Et Kant reprend par exemple la parole de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Il n'est ici aucune différence, tous sont pécheurs également, il n'y en a aucun qui fasse le bien selon l'esprit de la loi, pas même un seul. Ça c'est saint Paul. Et Kant reprend, il n'y a pas lieu d'en excepter un seul homme, et ce qui vaut de lui vaut de l'espèce. Bon, alors ici, il faut absolument dissiper un contresens, qui est que, au fond, l'intention de Kant serait d'accuser l'humanité tout entière, et que sa position, au fond, consisterait à ramener à l'identique, à cause de ce fondement subjectif de la liberté, ceux qui ont commis effectivement le mal et ceux qui ne l'ont pas commis.
Or, l'intention de Kant, ce n'est pas d'accuser l'humanité, et sa position n'est pas équivalente à la doctrine du péché originel, parce que la doctrine du péché originel implique une culpabilité héritée, alors que le fait de considérer que l'homme fait un certain usage de sa liberté le renvoie à une responsabilité qui est une responsabilité en même temps individuelle. Et Kant prend le contre-pied de la plupart des moralistes classiques quand il affirme, par exemple, que le mal ne peut pas avoir sa source dans le corps, que le mal n'a pas sa source dans la chair, que le mal n'a pas sa source dans l'irrationalité des passions, les penchants physiques, les inclinations sensibles, les désirs, dit Kant, sont moralement neutres. Moralement neutres, ça veut dire qu'ils ne sont pas la cause du mal. Ils peuvent effectivement être l'occasion de la réalisation du mal. Mais ils ne sont que l'occasion de la réalisation du mal, laquelle réalisation du mal provient d'un certain usage de la liberté. Kant dit en substance, puisque, si vous voulez, la corporéité, on peut la qualifier d'animalité, l'animalité, dit-il en substance, elle contient trop peu. Elle contient trop peu pour expliquer le mal, et une humanité animale, c'est-à-dire une humanité qui serait tenue par le corps, si vous voulez, une humanité qui serait tenue par ses instincts, par ses désirs, par ses passions. Cette humanité ne peut pas être tenue pour responsable des instincts qui sont au fond liés à sa finitude. Donc ce qui est très important ici, c'est qu'il y a chez Kant une disjonction du mal et de la sensibilité. Une disjonction du mal et du corps. Mais ça ne porte pas davantage Kant à se retourner, si vous voulez, vers l'autre extrême, et ça ne le porte pas à rechercher l'origine du mal, précisément dans une dépravation de la raison. Parce que s'il y avait une dépravation de la raison, cela ferait de l'homme un être diabolique. Un être diabolique, c'est que Kant récuse, puisqu'il y a une disposition morale de l'humanité, un être diabolique qui serait mu par l'intention de faire le mal pour le mal. Ça, ce serait le mal absolu. Et alors, on en vient à des choses de plus en plus concrètes et de plus en plus pratiques. Ce qui est très intéressant, c'est que cette deuxième hypothèse de l'homme comme être diabolique, de l'homme comme habité par une espèce de dépravation de la raison, cette deuxième hypothèse se voit récusée par Kant parce qu'elle contient trop. La première hypothèse, c'est-à-dire le mal lié à l'animalité et au corps, à la finitude, Kant dit en substance ça contient trop peu. Ça contient trop peu pour expliquer le mal. On ne peut pas, le corps, l'homme ne peut pas être tenu pour responsable des instincts qui sont liés à sa finitude. Mais l'idée d'une dépravation de la raison, ou de l'homme comme être diabolique, est une idée qui, à l'inverse, contient trop, et donc elle est tout aussi déresponsabilisante. Elle est tout aussi déresponsabilisante que le renvoi du mal à l'animalité. Autrement dit, dans les deux cas, on affranchit l'homme, on l'affranchit par défaut, ou on l'affranchit par excès, on le tient quitte de la loi morale. Je pourrais dire que dans le premier cas, dans le cas d'un mal qui est lié à l'animalité et au sensible, on est en quelque sorte en deçà du bien et du mal. Dans le deuxième cas, on est au-delà du bien et du mal, mais en un sens, cela revient au même. En un sens, cela revient au même parce que c'est une manière de déresponsabiliser l'homme de l'usage de sa liberté. Et puis il y a une autre objection que Kant fait
à cette deuxième hypothèse, c'est-à-dire l'hypothèse d'un mal absolu lié à une dépravation de la raison. Comment est-ce qu'on peut tenir ensemble l'exigence qui veut que nul ne peut s'excepter de ce penchant au mal, même s'il n'est pas accompli effectivement, et l'hypothèse d'une volonté qui est une volonté méchante absolument? Est-ce qu'on peut admettre que tous sont diaboliques? Est-ce qu'on peut admettre que tous sont diaboliques? Et effectivement, l'idée, et là c'est l'une des grandes discussions, par exemple, qui a eu cours à propos des crimes de masse, puisque vous voyez bien, je veux dire, où mène cette réflexion de Kant, qui est une réflexion au départ extrêmement abstraite, mais qui a des implications absolument fondamentales pour la compréhension de ce qui s'est passé, par exemple, au XXe siècle. Bon, il y a eu cette discussion absolument permanente sur la causalité du mal chez les grands criminels politiques, qu'il s'agisse des criminels nazis ou plus récemment, par exemple, du génocide au Rwanda. Enfin, je pourrais encore multiplier les exemples. Donc, l'idée selon laquelle les criminels, au fond, porteraient en eux la causalité du démoniaque, l'idée selon laquelle ils seraient diaboliques, est une idée extrêmement rassurante. C'est une idée très rassurante parce que ça veut dire que l'humanité commune n'entretient strictement aucune affinité avec cet inhumain-là. Donc à partir de là, moi je ne suis pas comme ça, moi je ne l'aurais jamais fait, et donc l'humanité commune est immédiatement dédouanée de toute responsabilité. Or, la force de la position kantienne est précisément de nous soustraire à cette évidence, ou à cette fausse évidence réparatrice que dénonceront aussi bien, par exemple, Hannah Arendt que Primo Levi. C'est qu'en éradiquant la causalité du démoniaque. Je m'intéresse, si vous voulez, je laisse tomber l'idée, comment dire, au fond d'un mal lié à une humanité animale, parce que, bon, ça fait déjà un certain temps que, comment dire, au fond, la théorie classique des passions a été, d'une certaine façon, battue en brèche, et ça fait quand même un certain temps que nous n'admettons plus tellement, c'est pas un problème tellement actuel, si vous voulez, de considérer que c'est l'animalité ou que c'est une humanité animale tenue par le col qui est responsable du mal. Mais la deuxième hypothèse est particulièrement intéressante parce que, en éradiquant la causalité du démoniaque, donc en récusant l'idée d'un mal absolu, en récusant l'idée d'une perversion de la raison, et donc en récusant l'idée que les criminels sont diaboliques par opposition à ceux qui ne sont pas des criminels et qui ne sont pas diaboliques, Kant radicalise ce qu'on pourrait appeler la responsabilité d'appartenance. La responsabilité d'appartenance, qu'est-ce que je veux dire par là? Non pas la responsabilité au sens de l'imputation d'un acte qui a été effectivement commis. Si je n'ai pas commis l'acte, je ne suis pas responsable. Il ne peut pas m'être imputé effectivement. Mais la responsabilité d'appartenance, ça veut dire que nous ne pouvons pas nous soustraire à la responsabilité de notre appartenance au genre humain. Nous ne pouvons pas nous soustraire à la responsabilité de notre appartenance à l'espèce humaine. Ça ne veut pas dire que nous devions ou que nous puissions nous identifier à ceux qui, je dirais, dans leur incommensurable banalité, ont commis le mal extrême. Primo Levi montre bien que d'une certaine façon, cette identification n'est pas possible, mais nous ne pouvons pas non plus nous soustraire à la responsabilité de notre appartenance au genre humain, et c'est ça que Kant appelle précisément l'espèce. Autrement dit, la position de Kant fait du mal un concept relationnel.
un concept relationnel, c'est-à-dire quelque chose qui se joue entre moi et le monde, entre moi et ma liberté, entre ma liberté et les circonstances, et ça permet de penser un certain mode de responsabilité qui n'est ni strictement individuelle, ni strictement collective. Car ce mal extrême, il faut bien être très précis là-dessus, nous n'y avons pas effectivement participé, nous ne l'avons pas commis, même si c'est pour des raisons contingentes, le problème n'est pas là, mais cette innocence par laquelle nous nous tenons pour justifier de ne pas l'avoir commis, est-ce qu'elle est imputable à notre seul mérite? Ou, comme le dit Kant, est-ce qu'elle est aussi imputable à des circonstances de temps, d'éducation, de tout ce qu'on voudra? Moi, je vous rappelle ce que j'ai lu tout à l'heure. Ou est-ce qu'elle est imputable à des circonstances qui nous ont d'une certaine façon épargné ou évité de commettre ce mal? Dans un très beau texte qui s'appelle La culpabilité allemande, le philosophe Karl Jaspers, qui a été le professeur de Hannah Arendt, c'est un texte qui est paru tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, en 1946. Jaspers s'appelle culpabilité métaphysique, cette espèce de co-responsabilité qui lie les hommes entre eux parce qu'ils sont des hommes. Mais par là, on ne déclare pas coupable un individu stricto sensu. On ne peut pas déclarer qu'un individu est coupable parce qu'il appartient à l'humanité commune. Déclarer un individu coupable, c'est soit le fait d'une imputation criminelle, soit d'une culpabilité morale. On ne déclare pas non plus coupable un groupe ou une collectivité. Et donc la responsabilité d'appartenance, ça n'a rien à voir avec la culpabilité collective. La culpabilité collective qui est un concept absolument, monstrueux. Et la culpabilité collective qui consiste toujours au fond, qui contribue toujours à dissoudre les degrés de la faute. Mais d'une certaine façon, c'est toute l'humanité, toute l'espèce humaine, qui se trouve ainsi impliquée par une espèce d'exigence d'universalité. C'est ça que j'appelle la responsabilité d'appartenance. Donc on peut dire qu'il y a une dimension normative de la position de Kant, au sens où le mal comme faute est à la charge des hommes. Donc le mal comme faute est à la charge des hommes, il les responsabilise, et si l'origine du mal est inscrutable, si elle est insondable, c'est pour la raison fondamentale qu'il vient de la liberté. Alors, alors, je vais sauter, parce que sinon je vais parler pendant 3 heures. Et donc, alors, d'une certaine façon, Arendt, quand elle a travaillé sur ce concept de banalité du mal, a un peu, je dirais, quoi qu'elle se soit, quoi qu'elle en ait dit, je ne vais pas rentrer ici dans le détail de sa pensée, Arendt a en quelque sorte, comme malgré elle, relayé quelque chose de la pensée de Kant, lorsqu'elle a répondu aux objections tout à fait infondées, quand elle a utilisé cette expression de banalité du mal à propos du procès à Eichmann, elle l'a utilisé très rapidement, plutôt comme un slogan ou comme une expression plutôt que comme une véritable théorisation. Et on a très mal compris ce qu'elle disait. On lui a objecté qu'elle banalisait le mal, que l'expression de banalité du mal consistait à banaliser le mal, alors qu'elle ne disait pas ça du tout. Elle disait que l'individu Eichmann était un individu effroyablement banal. Qui n'avait pas de conviction idéologique extrêmement forte, qui n'avait jamais lu Mein Kampf, qui n'était pas un nazi absolument avéré, et toute l'attitude de Eichmann pendant le procès
montrait que, au fond, il ne s'exprimait que par slogans généraux, qu'il ne faisait pas montre de beaucoup d'esprit critique, qu'il était absolument incapable de revenir sur ce qu'il avait véritablement fait, et que, au fond, il ne faisait que s'abriter derrière l'obéissance aux ordres. Bon, comme la plupart des criminels de cet ordre-là. Et Arendt rapporte un incident tout à fait remarquable. Donc, Eichmann n'était pas du tout un ennemi de la loi. C'est-à-dire qu'il n'était pas un anarchiste, il prétendait pas du tout qu'il était en infraction avec la loi. Au contraire, il prétendait agir dans tout ce qu'il faisait en citoyen qui respecte la loi. Et il n'a pas cessé de répéter devant le tribunal qu'il faisait son devoir, qu'il obéissait aux ordres, mais aussi à la loi. Et un jour, il a déclaré lors d'un interrogatoire qu'il avait vécu toute sa vie, je cite, selon les préceptes moraux de Kant, et en particulier selon la définition que donne Kant du devoir. Et à la stupeur générale, on lui a demandé d'expliciter, c'était tout à fait étonnant cette affirmation, et il a produit une définition approximative de l'impératif catégorique. Il a dit ceci: je voulais dire à propos de Kant que le principe de ma volonté doit toujours être tel qu'il puisse devenir le principe de loi générale. Ça veut dire que Eichmann avait transformé tout simplement la loi morale en loi du Führer. C'est-à-dire que la loi morale, c'était au fond la loi des législateurs ou la loi du pays. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que pour ce type de criminel, l'immoralisme n'est pas la règle de conduite. Et Arendt a écrit à ce propos, quand elle a répondu aux objections concernant la banalité du mal, qu'il était beaucoup plus facile de comprendre qu'on était la victime d'êtres monstrueux ou diaboliques, de diables à forme humaine, que de comprendre qu'on était la victime d'êtres médiocres, citoyens respectables et bons pères de famille. Donc, au regard du mal radical, propre à l'espèce et donc en ce sens banal, l'hypothèse diabolique est une hypothèse faible. C'est une hypothèse faible parce qu'elle est rassurante, et c'est une hypothèse rassurante parce qu'elle est sélective. Elle est sélective parce qu'elle refoule hors de l'humain la possibilité de l'inhumain. Et si elle refoule hors de l'humain la possibilité de l'inhumain, elle nous dispense d'en porter la charge. Et donc la difficulté, c'est de faire le partage entre ceux qui ont eu ou qui ont pour règle de conduite cet immoralisme et ceux qui, parce qu'ils défendent les valeurs morales, se tiennent pour justifier et pour quitte d'avoir à prendre sur eux les manquements des hommes. Donc ce paradoxe, se tenir justifié devant la loi morale en disant « je ne ferai jamais cela » et se dispenser par là même de prendre à charge les manquements des hommes, c'est l'exact envers de la position de Kant. Chez Kant, la responsabilité de l'appartenance au genre humain, elle a précisément pour fondement l'indétermination du fondement, c'est-à-dire la capacité de la liberté à s'orienter vers le bien ou vers le mal. Donc, je conclurai ici sur 2 points. Le premier point, qui est extrêmement important, c'est la question de l'identification. C'est la question de l'identification. Lorsque Primo Levi dit, par exemple, dans Si c'est un homme, peut-être que ce qui s'est passé ne peut pas être compris et même ne doit pas être compris dans la mesure où comprendre, c'est presque justifier. Or,
ici ne doit pas être compris ou ne peut pas être compris renvoie effectivement à l'inscrutable ou à l'insondable de Kant. En effet, dit-il, comprendre la décision ou la conduite de quelqu'un, cela veut dire, et c'est aussi le sens étymologique du mot, les mettre en soi celui qui en est responsable, se mettre à sa place, s'identifier à lui. Et en récusant cette idée d'une compréhension qui serait identification, c'est-à-dire reconnaissance du semblable par le semblable, Primo Levi rejoint la profonde remarque d'Arendt dans le système totalitaire lorsqu'elle parle, et là on vu Eichmann, mais ce n'est pas l'individu Eichmann, c'est Eichmann comme prototype, si vous voulez, d'un système historique et politique, elle parle de cette nouvelle espèce de criminel qui se trouve au-delà des limites où la solidarité humaine peut s'exercer dans le crime. Et là, je voudrais, parler très rapidement de cette question de l'identification. Il est très facile de concevoir, et c'est même, je dirais, la question de l'identification est l'un des moteurs de l'identification à la souffrance. Il est très facile de concevoir que nous nous identifions à la souffrance et au malheur d'autrui plutôt qu'à un agissement criminel. Et cependant, dans certaines limites qu'il faut expliciter, les deux sont possibles. Par exemple, pour Aristote, dans la poétique, dans la théorie de la tragédie, le processus d'identification au malheur du semblable se fait dans le cas du spectacle tragique par le biais de la frayeur, les deux affects fondamentaux qui sont la terreur et la pitié. La frayeur éprouvée par le spectateur, ou la terreur éprouvée par le spectateur, elle naît de l'analogie. En l'autre souffrant, je reconnais virtuellement ma propre souffrance. Et puisqu'il souffre, je pourrais souffrir aussi. Donc le malheur que je vois sur la scène, c'est bien le malheur de mon semblable. Rousseau a un raisonnement qui n'est pas très différent, par exemple, à propos du spectacle tragique et de la théorie de la pitié. Ce qu'Aristote attribue à la frayeur, Rousseau l'impute au principe de pitié, lorsque Rousseau dit que le principe de pitié s'énonce comme répugnance innée à voir périr ou souffrir tout être sensible et principalement nos semblables. Donc, au fond, Rousseau accorde à la pitié ce qu'Aristote accordait à la frayeur, la reconnaissance du semblable ou l'attention portée à son malheur. Mais on peut poser à l'inverse, c'est très facile de comprendre qu'on s'identifie à une victime, enfin, c'est ça que ces deux exemples montrent. Mais on peut poser à l'inverse qu'un même processus de reconnaissance imaginative du semblable peut s'exercer devant des crimes dont les motivations sont pour nous identifiables, compréhensibles. Par exemple, la passion, la vengeance, l'intérêt, la volonté de puissance. C'est le cas des héros de Shakespeare, des héros shakespeariens, qui sont à la fois, d'une certaine façon, je prends l'exemple de Richard III, des individus absolument diaboliques, mais en même temps auxquels nous pouvons, d'une certaine façon, nous identifier, entre guillemets, parce que nous reconnaissons en eux des motivations qui ne nous sont pas totalement étrangères. Donc, nous jugeons en hommes également faillibles. Et nous portons jugement dans la mesure où ce que nous pouvons punir et pardonner, nous le comprenons. Donc, nous comprenons les ressorts passionnels des grands criminels shakespeariens. Par exemple, Richard III, qui semble habité par une passion du mal absolument paroxystique, même Richard III ne manque pas de s'adresser à lui-même, la nuit sous sa tente,
avant de livrer son ultime bataille. Je vous renvoie à son célèbre monologue intérieur où il dialogue avec sa conscience, alors qu'Arendt dira que Eichmann, lui, le criminel banal qui n'est pas habité par une passion paroxystique du mal, est totalement incapable de dialoguer avec sa conscience. Donc, le problème, c'est qu'ici, il nous faut affronter désormais des crimes qui sont des crimes impunissables autant qu'impardonnables, ceux qu'aucune motivation ne peut expliquer et qu'aucune reconnaissance du semblable ne permet de comprendre. Le deuxième point, et c'est la dernière chose que je vais dire, touche à la question de la responsabilité. Ce sur quoi débouche la thématique du mal radical chez Kant, c'est l'idée que les auteurs du mal ne relèvent pas d'une altérité absolue, que les auteurs du mal ne relèvent pas d'une altérité absolument autre. Ce sont des hommes comme nous. Et l'humanité de l'homme, c'est l'espace même de la manifestation du mal. Et c'est ça qu'on peut appeler sa banalité, qui en aucun cas n'est une banalisation. Bien au contraire. Bien au contraire. Arendt dit que c'est l'hypothèse la plus terrifiante qui nous soit donnée au fond, de considérer, à savoir que le mal extrême est commis par des individus ordinaires, par des hommes ordinaires. Donc, ça nous oblige à repenser la question de la responsabilité, à élaborer l'idée donc d'une responsabilité d'appartenance à l'égard d'une humanité qui contient comme impossible le mal qu'elle commet ou pas. Donc, cette responsabilité, évidemment, n'a rien à voir avec l'imputation criminelle ou morale assignée à tel ou tel individu. Et donc cette responsabilité, si vous voulez, non seulement l'humanité n'est pas vouée à réaliser le mal, et là, par exemple, je ne sais pas si vous avez pensé au livre qui a eu tellement de succès, qui s'appelle Les Bienveillantes, et que certains d'entre vous ont peut-être lu, et qui introduit une confusion absolument épouvantable par rapport justement à cette question de la banalité du mal, puisque dès le prologue, l'auteur réalise une espèce d'identification généralisée avec, c'est-à-dire en fait c'est pas du tout une position prise sur la banalité du mal telle que nous le donnent à penser Kant et Arendt, c'est au contraire une espèce d'identification qui dissout totalement la culpabilité ou l'imputation universelle dans une espèce de généralisation d'une humanité où, au fond, où tout se vaut. Donc, je veux dire que d'une certaine façon, ce mal radical n'est pas une position pessimiste chez Kant. N'est pas une position pessimiste parce qu'on peut tirer de Kant l'idée que le mal radical, d'une certaine façon, détruit le monde qui relie les hommes entre eux, mais ce même mal radical, enveloppe un certain mode de responsabilité qui tend à recréer un monde. C'est-à-dire que ce même mal radical qui installe irrémédiablement la possibilité de l'inhumain dans l'humain. C'est ça le mal radical. C'est l'installation c'est que l'humanité est l'espace même de la possibilité de la réalisation du mal. Donc il y a une installation de la possibilité de l'inhumain dans l'humain, mais ce mal radical nous enjoint aussi de prendre la mesure de ce dont les hommes sont capables et qui est apparemment sans limite. Et cette responsabilité peut avoir une capacité, d'une certaine façon, restauratrice. C'est-à-dire, je terminerai par la très belle phrase de Paul Ricoeur qui dit en substance « Le mal
c'est ce contre quoi on lutte quand on a renoncé à l'expliquer. C'est-à-dire quand on a admis, hein, comme en ce qui concerne le mal radical chez Kant, il fallait faire d'une certaine façon son deuil de la causalité, ou encore, Ricoeur dit, le mal, c'est ce qui ne doit pas être, mais qui est, et que l'action doit combattre. Voilà, je vous remercie.